Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo, toujours dans le système cardiovasculaire. En fait, cette capsule, ça va être la dernière avant l'examen, donc dernière partie sur les vaisseaux sanguins qui va compléter la matière pour le prochain examen. On va étudier surtout ce qu'on appelle l'hémodynamique. C'est en fait tous les facteurs qui vont permettre faciliter en fait ou au contraire s'opposer au déplacement du sang à la circulation sanguine. Donc c'est plus une capsule qui va vous demander de la compréhension en fait. Quelques nouveaux termes, un peu quelques efforts par cœur, mais c'est surtout de la compréhension, de la logique un petit peu. Donc pour certains d'entre vous, ça va peut-être nécessiter un peu plus d'efforts d'études pour bien visualiser et comprendre ce qui se passe en fait en termes de circulation sanguine. Première des choses, cette première diapo vous illustre, en fait, vous résume un petit peu ce que je vais vous parler au cours de la capsule. L'hémodynamique, évidemment, hémo réfère à sang, dynamique bouger, donc littéralement on pourrait dire que c'est le déplacement du sang. Donc, qu'est-ce qui va affecter le déplacement du sang? Et en fait, il y a trois facteurs qu'on va voir en détail. En fait, il n'y a pas d'autre chose, hein? En fait, c'est ces trois facteurs-là que je vais discuter avec vous aujourd'hui. Il y a le débit sanguin local, que je vais expliquer dans quelques secondes, qu'il faudra faire très attention à ne pas mélanger avec la notion de débit cardiaque ou débit systémique. Je vais y revenir d'ailleurs. La pression sanguine, qui vous touche particulièrement en soins infirmiers, donc évidemment, c'est un facteur extrêmement important qu'on va bien étudier ensemble aujourd'hui. Et le facteur de résistance. En fait, il y a plusieurs facteurs ou plusieurs éléments qui vont affecter la résistance. Je vous dirais que 1 et 2 vont un petit peu ensemble. Donc, ça, c'est la première idée que je vais introduire. Autrement dit, si j'augmente le débit sanguin local, si j'augmente la pression sanguine, bien évidemment, d'un point de vue de l'organe, ça augmente la quantité de sang qui va alimenter un organe. Ou si la pression sanguine augmente, ça va augmenter donc si la pression sanguine augmente, ça va favoriser le déplacement sanguin. Le sang va se déplacer avec plus d'efficacité, va être plus rapide dans son déplacement. Au contraire, si la pression baisse, bien, le sang va circuler plus lentement. Si le débit sanguin local baisse, bien, du point de vue de l'organe, il va y avoir moins de sang qui va l'alimenter. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les deux premiers facteurs ont ce point commun qui vont être directement proportionnels au déplacement du sang. Donc, si on les augmente, le sang se déplace plus facilement. Le troisième va en sens inverse, il est inversement proportionnel. Si j'augmente la résistance, ça va diminuer. Okay? Ça va diminuer la circulation sanguine. Donc, c'est un facteur qui s'oppose, la résistance, à la circulation, contrairement aux deux autres. Donc, ça, c'est la première idée que je voulais vous mentionner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder un par un, en fait, et on va les étudier ensemble. Première des choses, d'entrée de jeu, je veux que vous fassiez très attention entre la notion de débit sanguin local versus le débit cardiaque qu'on a déjà vu lorsqu'on a étudié le cœur. Parfois, le débit cardiaque, on va parler aussi de débit systémique, c'est la même chose. C'est quand même deux notions reliées, mais très différentes. Il y a une différence majeure, en fait, qu'il va falloir faire. Donc, faites attention au débit cardiaque qu'on a déjà, au débit systémique qu'on a déjà étudié versus le débit local qui est nouveau. Donc, le débit sanguin local, on va le régler immédiatement. C'est la quantité de sang qui circule pour un tissu donné. Ça s'exprime tout comme le débit cardiaque systémique, litres par minute. Okay? Donc, ça, il n'y a pas grand-chose de différent. La grande différence, c'est que le mot local versus systémique ou cardiaque. Systémique, ça veut dire dans tout le corps, dans tout le système, okay? Donc dans l'ensemble de l'organisme. Local, c'est pour un organe seulement donné. On considère le débit pour le cerveau. Ça, c'est un débit sanguin local, mais on ne considère pas l'ensemble des organes. Donc, je peux mesurer le débit sanguin local pour le cerveau, pour le rein, pour le foie, et ça va être hautement variable, évidemment, parce que le débit sanguin local dans un muscle, quand vous faites un exercice, au niveau du cerveau, est beaucoup plus élevé que le débit sanguin local dans un tendon où on a moins besoin d'alimenter ces cellules-là par leur fonction. Ils ont des besoins métaboliques plus faibles. Donc, évidemment, le débit sanguin local va être hautement variable. Mais le débit sanguin systémique ou cardiaque, c'est le débit à la sortie du cœur. Et donc, ici, ça affecte l'ensemble du système. Donc, ce que je veux vous rappeler, que vous connaissez déjà en théorie, c'est que si le débit cardiaque augmente, ou si vous préférez, si le débit sanguin systémique augmente, bien évidemment, exemple au niveau de la hearte, si le débit augmente, bien, généralement, ça va affecter l'ensemble de la circulation sanguine et le sang va circuler beaucoup plus rapidement dans l'ensemble du réseau vasculaire de votre corps.
Mais si je vous dis que le débit sanguin local au niveau du foie augmente, bien là, c'est une circulation locale. Donc, il y a plus de sang qui arrive au foie, mais pas nécessairement dans les autres organes. Donc, c'est une distinction importante à faire. Et pour l'instant, vous vous dites, ben, c'est pas trop compliqué à comprendre, puis vous avez raison, mais ça va devenir un peu mélangeant parce qu'à un moment donné, on va parler d'autorégulation. Et l'autorégulation, en fait, je vous en reparlerai, là, mais ça va affecter le débit sanguin local sans affecter le débit cardiaque et souvent, ça fait une réponse inverse. Vous ne comprendrez pas maintenant, mais vous allez voir tantôt pourquoi je dis ça. Donc ça va vous mélanger parce que parfois, on va étudier les réponses d'adaptation. Puis là, vous allez vous dire, ben là, on va ajuster le débit cardiaque dans un sens, mais le débit local va aller dans le sens inverse. Ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que... Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, c'est pas grave. Mais ce qui est important de comprendre, c'est vraiment la différence que je viens de faire, la nuance entre les deux. Et si vous la faites, ben, quand je vais arriver dans justement les espèces de réponses paradoxales ou contradictoires, mais ça va faire du sens très clair pour vous autres. Donc, ça, il va progressivement comme ça va être facile. Donc, ça, c'est la première chose que je vous demande, distinguer les deux notions de débit. Ensuite, les concepts ici, ben, c'est des choses qu'on avait déjà parlé, entre guillemets. Donc là, on les voit officiellement maintenant. Il n'y a pas assez de sang. Je vous avais déjà dit ça, c'est un peu surprenant, mais ceux qui se souviennent, là, il n'y a pas assez de sang. Votre catacylite de sang ne complète pas tous les vaisseaux sanguins. Il y a toujours des vaisseaux sanguins, des capillaires qui vont être vides. Alors, il faut continuellement rediriger la circulation sanguine vers les endroits les plus urgents. Si ça fait un bout de temps qu'on n'a pas alimenté l'estomac, il faut renvoyer du sang pour que les cellules puissent survivre. Puis, hop, là, le foie, ça fait un bout de temps, on renvoie au foie. Hop, les neurones du cerveau ne marchent pas, on en renvoie. Puis, en plus, selon ce que vous allez vivre, c'est différent. Si vous dormez, faites un exercice ou un examen, mais ce pas les mêmes organes qui sont mis en contribution. Donc, selon les besoins, on va devoir rediriger le sang vers les organes en priorité selon les besoins métaboliques de la situation que vous vivez. Alors, le concept, c'est que le débit local, ce que je discute présentement, doit être assez élevé pour maintenir une perfusion adéquate. Une perfusion, on pourrait traduire ça par alimentation. Donc, en français, le point 3, c'est un concept évident. Tout ce que ça dit, c'est qu'il faut que le débit local qui alimente, donc la quantité de sang qui alimente un organe donné, doit toujours être suffisant pour maintenir son alimentation, pour maintenir sa survie, évidemment. OK? Donc, ça, c'est pas très, très compliqué, en fait. Un exemple de débit sanguin local selon ce que vous vivez, exemple, on parle d'un exercice ici, bien, on voit justement au niveau, exemple, on parle plus de la peau ici. Donc, si vous vous souvenez, la peau, c'est un réservoir sanguin. Hein. Il y a les veines et la peau qui agissent comme réservoir. Donc, au niveau de la peau, il y a à peu près un 10% de votre volume qui traîne là, qui sert à rien, qui est comme stocké, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça. Donc, si vous avez 4 litres de sang, il y a autour de 400 ml de sang qui va être au niveau de la peau. Et si jamais il se passe quelque chose dans votre vie et qu'on a besoin, on peut aller piger dans cette réserve-là et on va réintroduire cette réserve sanguine-là dans les vaisseaux sanguins pour augmenter la perfusion de l'ensemble des organes. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous explique ici. Puis, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Okay? Donc, c'est suffisant. Alors, en d'autres mots, vous êtes au repos, ça va. Vous faites un exercice relativement intense. J'ai besoin d'aller chercher ce réservoir-là et on va affecter le débit sanguin local des muscles, par exemple, parce que les muscles ont besoin de plus d'oxygène, de nutriments pour faire de l'ATP, vu que vous les mettez en contribution. Donc, dans ce cas-là, vous allez chercher cette réserve-là, vous réinjectez 400 ml et ce 400 ml vient augmenter le débit sanguin local au niveau d'un muscle, par exemple le biceps, ou ici la personne court, par exemple les muscles de la cuisse, les quadriceps, par exemple. Donc, c'est juste ça que je veux faire comprendre. Maintenant, je vais quand même vous expliquer un élément ici. Pas que c'est important pour l'examen, mais c'est parce que ceux qui vont relire à la maison, vous allez être perturbés. Parce que ce que je viens de vous dire implique qu'ici, au lieu de 1,9 litres, on devrait avoir 0 ml. C'est le réservoir de la peau. Donc, si j'ai pris le 400 ml parce que j'en ai besoin, on devrait tomber à 0. Et c'est tout à fait ça qui se passe. Donc, faites attention, parce que là, il y a des gens qui vont regarder les chiffres et ceux qui ont des yeux de lynx, là, puis qui vont réfléchir un petit peu, ils vont dire, ben là, le prof, il nous dit des mensonges, là, parce que là, il nous dit, écoute, on a tout pris le réservoir, puis on tombe à 0, puis là, j'en ai plus qu'au départ. Fait, comment on peut expliquer ça? Ça n'a aucun rapport avec le cardiovasculaire, c'est en fait de la thermorégulation. Je vais vous l'expliquer simplement pour pas que vous bloquez sur un chiffre, mais comme je disais, ce n'est pas tellement important. Vous pouvez considérer que d'un point de vue cardiovasculaire, j'ai utilisé le réservoir sanguin de la peau et je suis à 0 ml. Pendant un court instant, ça va être à 0, il est vide.
Donc, comment je fais pour expliquer que j'en ai plus, que mon réservoir est plus plein, entre guillemets, pourquoi j'en ai plus au niveau de la peau? C'est de la thermorégulation. Quand vous faites un exercice, vous produisez de l'ATP au niveau des cellules musculaires. Puis si vous vous souvenez, la respiration cellulaire que vous avez étudiée à la dernière session permet de faire de l'ATP pour les muscles, bien sûr, mais en même temps, on dégage de la chaleur. C'est pas juste de l'énergie chimique sous forme d'ATP que vous produisez pendant la respiration cellulaire, vous produisez également de la chaleur. C'est pour ça que vous transpirez quand vous faites un sport. La transpiration permet de vous refroidir. Ça, c'est une façon de thermoréguler. Mais une chose est sûre, c'est que votre température corporelle augmente pendant l'exercice. Donc, non seulement vous transpirez, mais l'autre façon de vous refroidir, c'est de faire passer plus de sang. Donc, on va vasodilater les capillaires de surface, près de la surface de la peau, donc les capillaires cutanés, et on va faire en sorte qu'il y ait plus de sang qui circule pour perdre tout simplement par radiation plus de chaleur. Donc, on a déjà discuté même cette session-ci, puis la session dernière surtout, que l'eau, une des capacités de l'eau, c'est de transporter la chaleur. La chaleur massique de l'eau est élevée, donc le plasma sanguin est constitué essentiellement d'eau. Si je fais passer plus de sang, je vais perdre plus de chaleur par radiation comme ça. Donc, si j'ai 50 ml qui part, j'en perds un peu, mais j'en fais passer 2 litres, j'en perds plus. Fait que s'il y a plus de sang, c'est simplement pour vous refroidir. C'est pas qu'on remplit le réservoir, c'est 400 ml le réservoir, mais il y en a plus qui circulent dans les vaisseaux sanguins simplement pour vous refroidir. Donc, c'est un effet indirect, mais il ne faut pas que ça vous mélange. Il n'y a pas d'erreur dans le livre, sauf que c'est une autre réponse biologique de thermorégulation qui vient affecter les chiffres. Mais techniquement, ici, tout ce qu'on voulait vous dire, c'est que le réservoir, on l'utilise, ça tombe à zéro et bon, si vous refroidissez, c'est une autre histoire, mais pour l'instant, on a utilisé le réservoir. Et surtout, c'est quoi le lien avec le débit local? Donc, c'est plus ça qui est important pour moi aujourd'hui. C'est que si j'utilise mon réservoir sanguin au niveau de la peau ou des veines, ben, je réutilise ce sang-là, j'en ai plus, un plus grand volume dans le circuit cardiovasculaire. Donc, je vais augmenter le débit sanguin local pour les organes en contribution. Je n'augmenterai pas le débit sanguin local de l'estomac parce que je ne suis pas en train de digérer, je suis en train de faire un sport. Mais c'est clair que le débit sanguin local des principaux muscles qui travaillent va augmenter. Okay? Donc, elle est un petit peu là la logique. Puis si ça, c'est surtout si ma dernière phrase fait du sens, hein? Donc, ce qui est en rouge ici, on peut considérer qu'on augmente le débit local, le débit sanguin local pour ces organes spécifiques. Donc, si vous comprenez ça, c'est suffisant. Alors, c'est très simple. C'est une image qui semble complexe, mais dans le fond, c'est pour une idée très simple. Maintenant, la question que je pose maintenant, le débit local, hein, le débit sanguin local pour un organe, il est affecté par différents facteurs. Pour moi, il y en a principalement 3. Donc, c'est ça la question. Quel facteur va faire en sorte qu'on peut augmenter le débit local ou le diminuer? Donc, on vient d'en régler un, en fait, avec l'exemple de l'exercice. Hein, on tournait autour. Le débit sanguin systémique, on fait attention, c'est pas la même chose que le local, comme j'ai décrit tantôt. Donc, le débit cardiaque ou systémique va affecter, bien sûr, le débit local. Par exemple, de la diapo précédente, quand tu fais un exercice, bien, évidemment, la fréquence cardiaque augmente, le cœur contracte plus vite, plus fort. Et là, le débit cardiaque, si vous souvenez de la formule qu'on avait déjà vue, fréquence cardiaque fois volume systolique. Donc, évidemment, si j'augmente la fréquence cardiaque pendant l'exercice, puis le cœur se contracte plus fort, donc j'ai un plus grand volume systolique, parce que s'il se contracte plus vite, bien sûr, il sort plus de sang, mais en même temps, s'il se contracte avec plus de force, je favorise aussi une expulsion plus efficace des ventricules. Hein? On va expulser plus de sang. Donc, j'augmente la fréquence, j'augmente le volume systolique, c'est sûr que ça augmente le débit cardiaque. Et là, la question, si j'ai un débit plus élevé et j'ai plus de sang qui sort plus rapidement du cœur, à votre avis, l'ensemble des organes vont avoir moins de sang ou plus de sang? Donc, simplement donner des chiffres, peu importe les chiffres, mais si je vous dis exemple, normalement, vous sortez 5 litres minute du cœur, puis là, pendant l'exercice, vous sortez 20 litres minute, est-ce qu'on s'entend que l'ensemble des organes risque d'avoir un peu plus de sang parce qu'il y en a 4 fois plus qui sort, puis 4 fois plus rapidement, exemple. Donc, c'est sûr que le débit cardiaque à la sortie du cœur, plus qu'il est élevé, plus que j'ai de sang qui circule dans l'ensemble du réseau. Donc, évidemment, d'un point de vue de l'organe, ça va augmenter le débit local. Fait qu'il y a quand même un lien, normalement, qui va se faire entre les deux. Même si parfois, en termes d'adaptation, la réponse biologique peut, dans certains cas spécifiques qu'on verra, être inversée. Dans ce cas-ci, si tu fais un sport, bien évidemment, ça augmente le débit cardiaque, donc ça va augmenter le débit local.
Un autre exemple qui n'est pas ici, mais si un de vos patients souffre d'hypotension sévère, une pression très très faible, puis le retour veineux est faible, peu importe, il y a moins de sang qui revient au cœur, il y en a moins qui sort, le débit cardiaque va être beaucoup plus faible. S'il y a moins de sang qui sort et qui est beaucoup plus lent, ben, j'ai moins de sang qui circule dans le réseau. Si j'ai moins de sang qui circule dans le réseau, ben, c'est sûr que je vais avoir un débit local plus faible. Ça, c'est un peu comme la livraison, on peut voir ça comme ça. Si j'ai 20 camions pour livrer ma marchandise dans les différents... Mettons, je suis un distributeur de, je sais pas, de produits électroniques, puis j'ai 20 camions qui livrent les produits électroniques dans les différents magasins du Québec. Les magasins du Québec, c'est les différents organes. Donc, évidemment, ben, à 20 camions, ça roule, mais si j'en ai juste 3, ben, il y a des magasins qui n'auront pas le stock à temps, c'est évident. C'est exactement la même chose. Donc, le distributeur avec ses camions, c'est un peu le débit cardiaque systémique. Je me suis mal exprimé. Le débit systémique ou synonyme débit cardiaque, hein, un ou l'autre. On n'invente pas de nouveaux mots avec les deux termes. C'est deux mots différents pour dire la même chose. Donc, ça, c'est le premier facteur. Relativement simple, à mon avis, à comprendre. Donc, si vous prenez 2 secondes à relire vos notes après la capsule, vous allez probablement bien comprendre ça. Le deuxième facteur, c'est ici le degré de vascularisation de l'organe. Donc, ça, souvent, vous pensez à tort que tous les organes ont à peu près le même nombre de vaisseaux sanguins, et c'est complètement faux. Dès votre naissance, je peux vous dire que le cerveau, c'est un organe extrêmement vascularisé par rapport à, je ne sais pas moi, au tendon. Okay? Donc, l'espèce de bande de tissu conjonctif élastique qui rattache un muscle à un os. Parce qu'évidemment, les neurones ont des gros besoins, des très grands besoins métaboliques pour pouvoir fonctionner. Le tendon, les besoins sont relativement stables et moins importants. Donc, évidemment, si je fais un petit dessin ici, puis maintenant ça c'est un organe, ben, je pose la question, si j'ai un vaisseau sanguin, l'organe A, puis si je le compare, mettons, le tendon, il y en a plus qu'un, c'est juste un exemple, puis je prends le cerveau, je sais pas moi, ouais, le cerveau, tiens. C'est un organe très vascularisé, puis là, l'organe B, au lieu d'avoir un vaisseau sanguin, il y en a des vingtaines, puis des dizaines, pardon, puis alors, si j'ai tous ces vaisseaux-là, puis chaque vaisseau amène du sang vers l'organe, on s'entend-tu que B est beaucoup plus vascularisé que A? Donc, le débit local de l'organe A est plus faible. Il y a un petit peu de sang qui rentre, donc un certain débit local pour l'organe A, mais si je compare au B, son débit local est beaucoup plus élevé parce que j'ai 20 fois plus de vaisseaux sanguins, donc 20 arrivées de plus, ce qui fait que B a accès à plus de sang, plus de nutriments, plus d'oxygène. Donc, le degré de vascularisation va varier selon l'organe et en plus, ça va affecter directement le débit local. Plus que j'ai de vaisseaux sanguins, si on résume ça simple, là, plus que tu as de vaisseaux sanguins, plus que le débit local est important, évidemment. Et là, ce qui va peut-être vous surprendre, vous pensez aussi souvent à tort que au cours de votre vie, le nombre de vaisseaux est stable, ce qui est complètement faux. Vous passez votre vie à reconstruire des vaisseaux sanguins ou à les détruire selon vos besoins, selon ce que vous vivez. Donc, le degré de vascularisation locale n'est pas fixe, ça va varier. Et il y a deux phénomènes, ça c'est deux nouveaux mots qu'il faut connaître. Il y a le phénomène d'angiogénèse, qui veut tout simplement dire formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc, au cours de votre vie, il y a des situations qui vont faire en sorte que vous allez construire des nouveaux vaisseaux sanguins. Okay? Donc, en construisant les nouveaux vaisseaux, bien, vous augmentez le degré de vascularisation de l'organe. Et par le fait même, il va être mieux alimenté en termes de sang. Donc, le débit local va être plus élevé. Mais vous pouvez faire le phénomène inverse. Donc, un deuxième mot à comprendre, hein? Régression. Donc, régression, ça veut dire qu'on va détruire des vaisseaux sanguins qui sont rendus inutiles. Donc, dans ce cas-ci, on va diminuer le nombre de vaisseaux sanguins. Donc, effectivement, on va abaisser le débit sanguin local pour cet organe-là. Régression, ça le dit bien, on régresse, on en a moins. Angiogenèse, ben, c'est peut-être plus difficile, mais genèse, à chaque fois que vous voyez ça, ça veut dire construction, synthèse, fabrication. Spermatogenèse, on fabrique des spermatozoïdes. Donc, genèse, même si vous ne connaissez pas le premier mot, dites-vous, vous êtes dans un examen où vous travaillez à l'hôpital, puis vous entendez un mot qui finit par genèse, bien, votre premier réflexe, on construit quelque chose. Vous ne savez peut-être pas quoi, mais on construit. Puis là, si vous ne vous souvenez pas, bien, vous essayez de déduire. Puis angio, angine, cardiaque, ça va ensemble. Hein? Donc, ça réfère vraiment au vaisseau, le terme angio. Fait que littéralement, on forme des nouveaux vaisseaux. Maintenant, comment ça se fait? En fait, dans quelle situation on peut favoriser l'angiogenèse ou la régression?
Ici, je vous parle des situations courantes. Il y en a plein d'autres, mais vraiment les classiques que vous allez voir au cours de votre vie ou de votre vie professionnelle. Euh, le cas classique, là, les tissus adipeux, quand on engraisse. Donc, si vous gagnez du poids, puis là, on parle de tissu adipeux, vous engraissez, mais c'est vrai aussi pour maman qui est enceinte. À son 9e mois, elle a gagné en masse, évidemment, pas simplement à cause de la masse fœtale, mais maman devra développer des nouveaux tissus, un nouvel organe qui s'appelle le placenta. Elle a besoin de plus de réserves d'énergie pour subvenir aux besoins du fœtus et tout. Donc, elle va prendre en poids. Puis vous n'êtes pas enceinte ou vous êtes un homme, puis vous gagnez en masse, c'est clair qu'il y a des nouvelles cellules. Vous stockez les graisses dans des cellules adipeuses. Donc, par exemple, si vous engraissez de 5 livres, c'est des millions de cellules qui vont être créées pour stocker ces graisses-là. Et pour chacune de ces cellules-là, j'ai besoin de les alimenter en oxygène puis en nutriments. Donc, il faudra créer de nouveaux vaisseaux sanguins pour alimenter les nouvelles cellules. C'est vrai pour un jeune enfant en croissance aussi. Donc, aussitôt que vous avez un gain de masse organique, si je peux m'expliquer ici, donc de la nouvelle cellule, que ce soit les cellules adipeuses, osseuses, musculaires, peu importe, vous devez créer des vaisseaux sanguins pour alimenter les nouvelles cellules. Vous n'avez pas le choix. Donc, ça, c'est des situations où on favorise l'angiogénèse puis qu'on va augmenter le débit sanguin local. Quelqu'un qui s'entraîne quotidiennement et de façon sérieuse, les muscles associés aux membres, les muscles squelettiques et tout, ben, ils vont être beaucoup plus vascularisés que si cette personne reste devant la télé chaque jour, 24 heures sur 24. Donc, les besoins métaboliques des muscles chez les gens qui s'entraînent de façon régulière font en sorte qu'ils sont plus vascularisés. Et pour mieux les vasculariser, on va créer des nouveaux vaisseaux sanguins. Donc, au lieu d'avoir une branche, on va en avoir peut-être 25 qui alimentent le même muscle. C'est des chiffres fictifs, mais c'est pour vous aider à comprendre. Donc, évidemment, et en plus, la personne peut prendre de la masse musculaire parfois et tout, des nouveaux tissus. Donc, même logique. Mais il faut faire attention parce que ça, c'est la culture, mais souvent, vous pensez que vous avez beaucoup plus de cellules musculaires quand vous avez des bras plus musclés, mais généralement, c'est des cellules qui vont hypertrophier les cellules musculaires. Elles deviennent plus grandes en taille, mais vous n'avez pas nécessairement un nombre plus grand. Ceci dit, même si tu n'as pas plus de cellules, les besoins métaboliques sont plus importants. On a besoin de plus d'oxygène parce que tu travailles toujours avec. Donc, même si tu n'as pas plus de cellules, comme les besoins sont plus grands, ça peut être un stimulateur de l'angiogénèse. Autrement dit, ce n'est pas toujours comme quand on engraisse que tu vas faire des nouveaux vaisseaux. Tu peux avoir le même nombre de cellules, mais c'est juste que leur besoin est plus élevé. Donc, c'est suffisant pour déclencher la formation d'angiogénèse. Quand on parle d'occlusion coronaire, ça peut être coronaire, mais n'importe quelle artère, pas juste la coronaire. Imaginez-vous un caillot. Exemple, je fais un petit dessin ici, puis il y a un caillot qui bloque l'artère. C'est dangereux, on peut faire une crise cardiaque, une mauvaise circulation, mais dans certains cas, on ne s'en rend pas trop compte parce qu'il y a des gens qui font plus d'angiogénèse que d'autres. Hein. C'est un phénomène génétique aussi. Là. Il y a des gens qui ont plus de capacité à faire de nouveaux vaisseaux que d'autres. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'autres vaisseaux sanguins qui vont court-circuiter le caillot, puis on va aller se brancher sur le même organe. Donc, le chemin ici est peut-être non fonctionnel à cause du caillot, mais on va créer deux nouveaux vaisseaux qui vont court-circuiter. Donc, c'est un autre déclencheur. Hein? Une artère qui ne fonctionne plus ou un vaisseau sanguin qui ne fonctionne plus, ben, on va en créer de nouveaux pour... on peut, c'est pas sûr que ça va se faire, mais on souhaite que cette réponse-là s'enclenche et on fait de l'angiogénèse. Cancer, ça, c'est évident que vous allez faire de l'angiogénèse. Surtout, plus que, exemple, il y a 4 stades au niveau du cancer, 1, 2, 3, 4, mais quand on arrive au stade 4, présence de métastases, c'est qu'on se propage un peu partout dans l'organisme. Donc là, normalement, le cancer, on dit qu'il est très agressif, mais ça veut dire quoi? Plusieurs choses, mais en gros, ça veut dire que les cellules font de la mitose de façon très efficace, très rapide, les cellules cancéreuses, évidemment, et c'est juste incontrôlable, puis il y en a un peu partout dans le corps qui se propagent. Et c'est une autre façon de gagner de la masse cellulaire. Donc, les cellules cancéreuses, c'est des nouvelles cellules, mais ils ont les mêmes besoins que les cellules ordinaires. Donc, ils ont besoin d'oxygène, de nutriments. Alors, il y a même des molécules que je ne veux pas que vous reteniez, mais il y a VEGF, qui est un facteur de croissance qui va être produit dans certains cancers en grande quantité, justement pour favoriser l'angiogénèse. Ce facteur de croissance-là stimule la formation des vaisseaux. Puis même si je sors un petit peu du cours, je trouve ça intéressant de vous mentionner que cette maladie-là est incroyable, elle fait plein de choses, mais entre autres, certaines cellules cancéreuses produisent un surplus de molécules qui stimulent l'angiogénèse. Donc, c'est des cellules très adaptées
Parce que, pas juste de se multiplier, il faut se nourrir. Donc, elle force votre corps à faire à l'angiogénèse pour avoir accès. On pirate un peu votre réseau vasculaire, justement, pour aller chercher ces nutriments-là, puis survivre. J'ai connu, dans mon ancienne vie, un chercheur qui, lui, travaillait sur des inhibiteurs d'angiogénèse. Il espérait développer des médicaments, justement, pour bloquer la formation de ces vaisseaux-là, pour, en fait, étouffer la tumeur, donc pour l'empêcher d'avoir accès aux vaisseaux sanguins, parce qu'on s'entend, si les cellules cancéreuses ici n'ont pas accès au vaisseau sanguin, qui est ici, puis on ne fait pas de branche comme ça, bien évidemment, il n'y a pas d'accès aux nutriments, alors c'est juste impossible de pouvoir de survivre, c'est pareil comme vos cellules. Donc ça, c'est l'autre situation. Donc l'ensemble de ces situations-là favorise les vaisseaux. Maintenant, comment on fait pour diminuer le nombre de vaisseaux et par le fait même faire la régression et diminuer le débit sanguin local? Donc, dans ce cas-ci, c'est toutes les situations inverses. Une perte de poids. Vous décidez de faire plus attention, vous maigrissez, vous perdez quelques livres. Le fait de perdre quelques livres, c'est des kilomètres et des kilomètres de vaisseaux sanguins qui vont disparaître parce qu'il y a des cellules de moins. Puis l'inverse, si vous prenez quelques livres, bien, c'est des kilomètres de nouveaux vaisseaux qu'il faut construire. Alors évidemment, si vous perdez du poids, il y a des cellules qui ont disparu, j'ai moins besoin d'avoir de vaisseaux pour les alimenter, ils ne sont plus là. Donc on élimine les vaisseaux inutiles. Le surplus, on l'élimine. Une personne sédentaire aussi, là ça a l'air paradoxal, on dit ouais mais c'est un sédentaire, elle engraisse. Ok, là je suis d'accord avec vous autres, on s'en va dans l'angiogénèse. Une personne qui arrête de faire du sport et qui n'engraisse pas, ok, donc qui fait attention à son alimentation, son poids est stable, mais arrête, mettons un sportif qui s'entraînait régulièrement, puis là il arrête. Bien là, ses muscles sont moins mis en contribution, donc j'ai plus besoin de les vasculariser autant, donc on va arrêter. Alors, en fait, votre corps va toujours s'adapter comme ça selon vos besoins pour construire ou éliminer les vaisseaux sanguins. Et évidemment, plus que vous avez de vaisseaux sanguins, plus que le débit local pour cet organe donné, donc plus qu'il est vascularisé, plus que le débit va être élevé. Puis si vous faites de la régression puis vous éliminez quelques vaisseaux pour cet organe-là, bien évidemment, ça va diminuer le débit local. Et c'est logique. Si vos muscles travaillent moins, bien, j'ai moins besoin de nutriments, moins de métabolisme. Donc, on enlève les vaisseaux sanguins qui sont en surplus. Et dernier facteur qui va permettre de contrôler le débit sanguin local, on va parler de vasodilatation et de vasoconstriction. Donc, dans ce cas-ci, si je prends un vaisseau sanguin en position A ou B, vasoconstriction, le diamètre est petit, donc les cellules, on a déjà vu que, par exemple, les artérioles, les artères intermédiaires ont une couche de cellules musculaires, en fait plusieurs couches, et ces cellules musculaires, ces myocytes, s'ils se contractent, ça va permettre de diminuer le diamètre. Puis si on les relâche, ces cellules musculaires-là, le diamètre du vaisseau devient très grand. Question, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de sang qui peut passer en A ou en B? Bien évidemment, plus que le diamètre est grand, plus que de sang qui va passer. Donc, d'un point de vue de débit local, si je fais par exemple, si j'ai une artère rénale, si je dessine un rein ici, et donc le rein, ou peu importe, c'est la même logique pour n'importe quel organe, ça peut être un cerveau, un muscle, peu importe. Si l'artère principale qui alimente l'organe ici, fait une vasodilatation, puis je suis en position B, la question, est-ce que ça augmente ou ça diminue le débit local? Bien évidemment, ça l'augmente. Ici, on va augmenter le débit local. Pourquoi? Bien parce que au lieu de 5 ml, j'ai peut-être 20 ml de sang qui passe, puis ici, j'en ai 5. Donc, 4 fois plus de sang, 4 fois plus qui rentre. Et si je fais une vasoconstriction, ça va limiter la quantité de sang à l'organe. C'est une façon de contrôler le débit local. Donc, oui, il y a le débit cardiaque ou systémique qui va affecter la quantité de vaisseaux sanguins, donc en favorisant l'angiogénèse ou la régression. Mais pour un vaisseau donné, je peux l'ajuster. Ce vaisseau-là, je peux faire une vasoconstriction, une vasodilatation, et ça va permettre de diminuer, augmenter le débit local. Et ça se fait constamment selon ce que vous vivez. Un exemple très simple, vous allez manger tantôt, vous prenez un repas, votre système digestif va être mis en contribution. Exemple, l'estomac devra se contracter, produire des acides et des enzymes digestives. Donc, beaucoup de métabolisme, beaucoup d'ATP, ça va nécessiter un effort musculaire et aussi métabolique. Donc, on devra avoir accès à plus d'oxygène et de nutriments. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, au point de vue des artères qui alimentent l'estomac, on va faire une vasodilatation pour amener plus de sang. Vous faites un sport, le système digestif va être mis en veille.
Donc, on va faire une vasoconstriction, parce que là, c'est pas si important d'avoir du sang au niveau digestif. On veut avoir un maximum de nutriments dans les muscles. Donc, on va vasoconstricter au niveau des artères qui alimentent l'estomac, le foie, peu importe. Et dans ce cas-ci, on diminue le système digestif, exemple au niveau de l'estomac, on diminue l'alimentation sanguine au niveau de l'estomac en faisant une vasoconstriction. Je limite le débit sanguin local, mais en même temps, je vais augmenter le débit local dans les muscles en faisant une vasodilatation. Donc, on va souvent, on pense qu'on va faire toujours une vasoconstriction, une vasodilatation partout dans le corps, mais ça dépend. Si on veut une réponse systémique pour contrôler, exemple, une pression, oui, mais si c'est pour ajuster le débit local, non. Ça va dépendre. Vous faites un examen, votre cerveau travaille très fort, on fait une vasodilatation au niveau du cerveau pour avoir un maximum de nutriments, mais on va aller faire une vasoconstriction dans les autres organes qui sont moins importants pour ce que vous vivez présentement. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Tous les éléments régulateurs que vous allez étudier qui favorisent, ça peut être des hormones, une réponse nerveuse, peu importe, certains médicaments aussi que vous allez voir en soins, qui favorisent une vasodilatation, une vasoconstriction. Et pour l'instant, ce que je vous demande de comprendre, c'est que si j'y vais avec la vasodilatation, on augmente le débit local, puis si je fais une vasoconstriction, je contracte, je ferme l'artère, donc on diminue le débit local. Maintenant, pour poursuivre avec le concept de débit sanguin local, on vous parle ici d'un mot extrêmement important qui s'appelle l'autorégulation. Je vais en parler un petit peu dans le domaine du cardiovasculaire, mais puis pour le prochain examen, c'est correct, mais ça va devenir encore beaucoup plus important pour l'autre examen, dans 2 examens, en fait, quand on fera le système urinaire. Là, on va parler beaucoup d'autorégulation du rein. On reverra ça en détail, mais déjà, il va falloir distinguer un petit peu ce terme-là. Et je vais vous expliquer ça dans quelques secondes, en fait. Donc, première des choses, comme on a dit tantôt, besoin métabolique d'un tissu, il faut ajuster le débit sanguin. Donc, pour un organe donné, je peux faire une vasodilatation, une vasoconstriction. Je passe plus vite, vous l'avez vu. Là, si je dilate, bien évidemment, j'ai plus de sang qui rentre. Donc, pour l'organe, je vais avoir un débit sanguin local plus élevé. Puis, si je ferme, vasoconstriction, bien évidemment, je diminue le débit sanguin local. Puis, selon les besoins, la situation ou les besoins métaboliques, bien, on ajuste un ou l'autre. Maintenant, ici en bleu, on a les facteurs principaux qui vont favoriser une vasodilatation quand on est en autorégulation, donc contrôle du débit local. Hein. Les deux vont aller ensemble, vous allez voir. Donc, évidemment, si à un moment donné, pour X raison, vous manquez d'oxygène du point de vue de l'organe, ça peut être un caillot, mais ça peut être aussi une situation générale, peu importe. Si vous manquez de nutriments, pour X raison, il n'y a plus assez de sang qui arrive depuis un bout de temps à l'organe donné, puis on commence à manquer d'oxygène, mais aussi de glucose, d'acide aminé, ou peu importe. Si pour X raison, le débit local de l'organe devient trop faible, mais toutes ces situations-là vont favoriser la réponse inverse. C'est pour ça qu'on dit une rétroinhibition. La réponse inverse, et on veut remonter le débit. Si le débit est trop faible, parce qu'il diminue, bien, à un moment donné, il faut le remonter à la normale. Donc, c'est correct. Si je manque d'oxygène, on remonte le débit pour amener plus d'oxygène, plus de sang, donc plus d'oxygène ou de nutriments. C'est là qu'on va faire une vasodilatation. Et quand on parle d'autorégulation, c'est justement ça, c'est que l'organe, autorégulation, on considère un organe seulement. C'est ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas une réponse systémique générale. Ce n'est pas tous les organes qui vont aller dans le même sens. Ce n'est pas tous les artères qui vont se contracter ou vasodilater. C'est une seule artère et c'est ça qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, vous ne comprenez pas l'importance, pourquoi que j'insiste tellement sur le fait que c'est juste un artère qui est touché. Mais un jour, je vais tenter de le faire un petit peu tantôt à la prochaine diapo, au tableau en fait, vous expliquer un peu les nuances. Ça ne sera probablement pas clair, pas grave. Ça va le devenir éventuellement dans la session. Et un jour, je vais faire un lien avec ce que je dis aujourd'hui. Vous souvenez-vous un peu de l'autorégulation? Bien là, vous allez voir pourquoi il faut faire attention de ne pas se mélanger. Aujourd'hui, je vous demande juste de me croire sur parole. C'est plate, j'ai ça faire ça, mais ça va être comme ça parce que vous ne verrez pas vraiment pourquoi j'insiste autant. Mais croyez-moi pour maintenant. Et faites juste comprendre que quand je suis en autorégulation, on affecte seulement une artère. Si les situations que je viens de vous décrire favorisent la vasodilatation, ben c'est seulement pour l'organe, exemple numéro 1, l'estomac, le cerveau, peu importe celui qui est impliqué, un muscle. Okay? Ce qu'on donnait comme exemple tantôt. Et si cet organe-là manque de nutriments, d'oxygène ou que le débit est déjà trop faible, je fais une vasodilatation pour remonter le débit local de cet organe. Mais, c'est ça qu'il faut faire attention, je ne ferai pas nécessairement une vasodilatation de tous les artères du corps.
c'est une réponse locale. J'affecte seulement le débit pour cet organe-là. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a des situations, c'est là que je vous demande de me croire sur parole maintenant. Il y a des situations qu'un jour je vais vous enseigner qui va faire en sorte qu'au point de vue local, on a une réponse, mais pour les autres organes dans l'ensemble du corps, on peut aller à sens inverse. C'est dur à croire, là, mais je pourrais faire une vasodilatation ici pour l'organe, mais tous les autres organes, pour une autre raison, feraient une vasoconstriction. Okay? Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours distinguer avec la question suivante, est-ce que j'ai une réponse généralisée dans le corps parce que je veux régler un paramètre de l'organisme, par exemple une pression artérielle, ou au contraire, je veux juste affecter le débit local de l'organe X. Et il faut toujours distinguer les deux parce que si vous mélangez les deux, vous allez arriver parfois à une réponse inverse. Okay? Donc ça, je ferme la parenthèse. Pour l'instant, tout ce que je veux que tu saches, c'est que quand on est en autorégulation, ça affecte un seul organe et l'organe, l'autorégulation, ça veut dire quoi? C'est que l'organe peut contrôler lui-même, tout seul, comme un grand, là, de façon indépendante, le débit local. Puis, cet organe-là, il s'en fout des problèmes qui se passent autour de lui, des problèmes systémiques ou dans l'ensemble de l'organisme. Lui, il ne va pas réguler. Le rein ne va pas... je vais donner un autre exemple. Mais ton estomac ne va pas commencer à essayer de contrôler, bien, c'est plate pour le cerveau, il y a un trouble au cerveau, au muscle. Il s'en fout. Lui, il veut juste s'auto-réguler. Il veut contrôler sa propre arrivée sanguine de nutriments de façon très égoïste. C'est ça de l'autorégulation. C'est une réponse égoïste, seulement pour un organe donné. Je vous ai parlé des premiers paramètres ici qui peuvent affecter, donc conduire une vasodilatation, avec les besoins métaboliques et tout ça. Il y a d'autres réactions. C'était les plus importantes, je viens de les faire. Il y a d'autres réactions, là, si vous êtes infecté par certains micro-organismes, une réaction allergène de défense. Donc, surtout qu'on est dans l'immunitaire, ça peut favoriser une vasodilatation, mais on n'en parlera pas beaucoup dans la session, c'est plus en micro. Il y a des éléments chimiques. FNA, j'en parle pas aujourd'hui, on va le revoir en détail, qui va favoriser une vasodilatation comme ça des artères. L'oxyde d'azote aussi, le NO qui est un puissant vasodilatateur, l'histamine. C'est en fait 3 substances que vous allez étudier au cours de votre DEC qui sont classiques, qui sont des vasodilatateurs, qui rouvrent les vaisseaux sanguins. Donc, évidemment, ça peut affecter aussi l'autorégulation, mais pour l'instant, on n'en parle pas trop. Je ne vous demande pas tant de les savoir, parce qu'on va en parler éventuellement au cours de la session. Par contre, ceux-là doivent être très clairs. Vous avez la situation inverse, évidemment. Ici, vasoconstriction va diminuer le débit. Pourquoi? Parce qu'on ferme l'artère et l'organe va avoir moins de liquide. Quand est-ce que tu veux faire ça? Bien, justement, si le débit local est trop élevé, puis ça sort de la normale, bien, on veut ralentir. C'est une rétroinhibition. Hein? On va en sens inverse. Si vous avez trop d'oxygène ou trop de nutriments, bien, à un moment donné, on va fermer. On ferme pour diminuer l'arrivée sanguine. Donc, c'est un peu la situation inverse. C'est ceux-là les plus importants aussi. Moins de besoins métaboliques parce que vous êtes sur le point de vous endormir. Ben, c'est pas comme courir le marathon, évidemment. Donc là, vous avez moins besoin de... Les muscles sont moins sollicités. Bon, on fait une vasoconstriction, on diminue le débit local pour les muscles, exemple. Il y a des substances aussi qu'on va voir, thromboxane, on va en parler. En fait, on a déjà parlé avec la coagulation, puis l'angiotensine 2, qui est une hormone. Donc, les 2 substances chimiques classiques de la session qui font une vasoconstriction aussi. Celle-là, vous la connaissez déjà. L'angiotensine 2, on va en reparler. Donc, pour l'instant, c'est surtout les premiers, puis le thromboxane que vous connaissez. Maintenant, je vais reprendre... Là, je vais ouvrir une parenthèse sur le tableau blanc, toujours avec l'autorégulation. Parenthèse... Alors, je vous disais de me croire un petit peu sur parole. Ce que je vais être franc avec vous, n'est pas complètement essentiel pour le prochain examen à court terme, mais va le devenir beaucoup pour la session, surtout avec le système urinaire et le reste de la session. Donc, il y a une chose que je vais vous expliquer avec l'autorégulation. Je vais vous donner un exemple qui va un peu plus loin que le cours avec les pressions artérielles qu'on va voir très bientôt, mais quand même, je vais prendre un petit peu d'avance. Donc, imaginez-vous que j'ai un organe ici, puis je vous parle d'autorégulation. L'organe, quand je vous ai dit tantôt, l'autorégulation, c'est un organe donné. OK? Exemple, je ne sais pas, l'estomac. Ça peut être les reins, ça peut être n'importe quoi. Il y a une artère principale qui l'alimente. Je peux ajuster par vasoconstriction ou vasodilatation cette artère-là pour contrôler le débit sanguin local. Et je réinsiste, c'est la deuxième fois que je le dis, la question que vous devez vous demander, j'ai une réponse d'autorégulation locale sur un organe versus une réponse de contrôle systémique qui affecte l'ensemble des organes. Ça dépasse un peu le cours d'aujourd'hui, mais on va voir ça éventuellement. Donc, c'est là que
que je vais faire la petite nuance. Quand c'est systémique, au lieu d'un seul, je vais le marquer ici, autorégulation, c'est un organe qu'on considère. Ici, systémique, c'est tout le corps, tout l'organisme, tous les organes. Et les deux ne sont pas toujours reliés. Ça peut même aller en réponse inverse. Je l'ai dit tantôt. Puis je vais vous donner un exemple justement qui va vous expliquer dans quelle situation on pourrait voir ça. Fait qu'un organe donné, exemple, si pour X raison, en fait, je vais prendre un exemple qu'on va discuter dans la session, ça sera juste plus facile. Je vais donner l'exemple du rein. Parce que les reins ont une fonction un peu particulière. Hein? Les reins sont là pour filtrer le sang puis produire l'urine. Puis les reins, lui, s'il y a trop de sang qui rentre, ben, il produit trop d'urine, il n'aime pas ça, fait qu'il va diminuer son débit local pour diminuer la production d'urine. Et si tu ne produis pas assez d'urine, tu peux t'intoxiquer. Donc, il va augmenter le débit local. Mais le débit local n'est pas nécessairement pour cet organe-là, les reins, puis c'est la même logique pour le cerveau, l'estomac, là. C'est un organe donné. Mais dans le cas des reins, c'est facile à comprendre. Sa réponse d'autorégulation, c'est pour contrôler son propre débit et il s'en fout si vous avez des problèmes dans le corps. Donc, c'est deux réponses différentes. Et je vous donne un exemple qui peut avoir une contradiction. C'est pour ça qu'il faut distinguer. Si j'augmente la pression artérielle dans l'ensemble de votre corps, dans les deux cas, la réponse à droite, en fait, je vais faire la réponse à gauche. Si j'augmente la pression artérielle, on est d'accord, le sang va circuler beaucoup plus rapidement dans votre corps. Et si le sang circule beaucoup plus rapidement dans votre corps, on l'a vu tantôt, le débit, exemple, si le débit cardiaque systémique est élevé, le sang circule plus vite, il y a plus de pression, ça roule plus vite, donc le débit local va augmenter. Si le débit local au niveau des reins augmente, qu'est-ce que ça fait? C'est que les reins filent trop de sang, puis ils produisent trop d'urine, puis là, ça ne fonctionne pas. Il veut revenir à la normale. Donc, il se met en mode autorégulation. Il va faire quoi? Il va faire une vasoconstriction. On l'a dit tantôt à la dernière diapo, si le débit local est trop fort, lui, il va vouloir faire une rétroinhibition, aller en sens inverse. Donc, il fait une vasoconstriction d'une seule artère, l'artère qui va l'alimenter. Il n'y a pas d'effet sur le reste du corps, c'est très local. Et cette vasoconstriction fait quoi? Va diminuer le débit local pour revenir à la normale. Vous avez réfléchi en autorégulation. C'est le sujet du cours d'aujourd'hui. Ce qui est à droite, c'est le sujet plus tard, et surtout quand on fera le système urinaire. On verra qu'il y a des réponses systémiques qui peuvent contrôler la pression, qui peuvent contrôler d'autres choses. Mais c'est pour vous montrer à quel point on va arriver en sens inverse. Parce que là, vous vous dites, puis je le fais présentement, parce qu'il y a des gens déjà qui ont ces notions-là en classe. Fait que pour pas que vous vous mélangez à l'examen. Je parle de la même situation, j'augmente la pression artérielle. La réponse dans l'organisme systémique, c'est pas de contrôler le problème de pression artérielle. C'est de contrôler la pression artérielle. Ce qu'on veut, ça va être de diminuer la pression artérielle. Et il y a des hormones, il y a des influx nerveux qui vont être générés et on va contrôler l'ensemble des artérioles de votre corps. Et là, c'est là qui est peut-être un petit peu nouveau. Si je vous dis, exemple, une vasoconstriction versus vasodilatation, mettons j'ai un volume égal, 5 ml, 5 ml. Est-ce que vous pensez que la pression est plus forte dans la situation A ou B? En fait, la pression est beaucoup plus forte dans A parce que pour le même volume sanguin, j'ai moins d'espace. Donc, si j'ai moins d'espace, ça va pousser plus fort ces parois. Ça augmente la pression artérielle. Mais si je suis en vasodilatation, j'ai plus d'espace, donc la pression ces parois va être plus faible. Donc, quand on fait une vasoconstriction, on reverra ça bientôt, mais quand on fait une vasoconstriction généralisée, systémique dans tous les artérioles, ça augmente la PA. Puis si vous faites une vasodilatation généralisée, ça fait l'inverse. Vous allez diminuer la pression artérielle. Donc, mettons que vous savez ça maintenant. On va réfléchir au problème. Je rappelle qu'on est toujours en systémique. Ça veut dire qu'on va agir sur toutes les artérioles du corps. Si ta pression artérielle est trop forte, ton organisme veut la diminuer. Donc, on a une réponse hormonale et nerveuse. Et qu'est-ce qu'on fait? Une vasoconstriction ou une vasodilatation? Bien, comme j'ai écrit ici, on va faire une vasodilatation généralisée. Et en faisant une vasodilatation généralisée, ça va permettre de diminuer la pression artérielle. Et donc, dans ce cas-ci, la réponse générale du corps,
le problème de pression artérielle, on veut régler la pression, on fait une vasodilatation de l'ensemble des artères. Mais quand vous revenez en autorégulation, j'arrive exactement à la réponse inverse. Si je compare les deux encadrés, vasoconstriction versus vasodilatation. Et pourtant, je suis parti du même problème, une augmentation de pression artérielle. Et c'est là qu'il y a la confusion. Et je sais qu'à droite, ça va prendre un certain temps avant que je vous l'explique. Puis quand on fera le système urinaire, on va voir ça encore plus en détail. Mais c'est pour ça que j'insiste autant sur le fait que vous devez distinguer une réponse d'autorégulation, donc pour un organe qui s'autorégule lui-même, versus une réponse généralisée contrôlée par des hormones ou des influx nerveux pour un objectif différent. L'autorégulation veut régler son problème local, mais il n'a aucunement contrôlé la pression artérielle. C'est pour ça que je vous disais que tantôt c'est un égoïste. Si je reviens en autorégulation, puis le rein, il y a un débit local, la pression artérielle trop forte augmente le débit local, puis là, il y a trop de production d'urine. Le rein, c'est sa job, l'urine. Lui, il contrôle l'urine. Il n'aime pas ça. Il fait une vasoconstriction pour diminuer le débit local, mais en même temps, on s'entend, il rempire le problème, parce qu'en faisant une vasoconstriction, ben, ça augmente la pression. Mais il s'en fout le rein, lui, parce que lui, c'est pas de régler ton problème de pression qu'il veut faire. Il veut contrôler son débit local puis sa fonction de production d'urine. C'est pour ça que je disais que tantôt, c'est un peu une façon égoïste, très locale. Lui, il a juste son débit pour sa propre fonction, et si ça va en sens inverse de la logique du point de vue de l'organisme, tant pis, c'est pas son problème. Par contre, à un moment donné, si la pression artérielle devient très, très, très forte et très dangereuse, là, il y a une réponse générale qui s'active, une réponse systémique, et là, on va faire une vasodilatation généralisée. C'est pour ça que je demande toujours de posez-vous la question, puis surtout quand vous allez progresser dans la session, pas vous mélanger. OK, je suis en autorégulation, je m'en vais dans ce sens-là. OK, c'est une réponse générale, je contrôle la pression artérielle, je m'en vais dans ce sens-ci. Okay? Parce qu'évidemment, c'est deux. Souvent, j'ai des étudiants qui vont partir à l'envers. Et je devance une autre question, parce que là, il y a des gens, oui, mais là, attends, les deux peuvent se faire en même temps. Oui. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Puis là, vous avez des signaux contradictoires. Ça arrive souvent en biologie. Contrairement à ce que vous pensez toujours que c'est noir ou blanc. En fait, c'est gris. Et comme bien des exemples, je pourrais vous dire, des fois, il y a des signaux qui nous favorisent une hyperglycémie parce qu'on est stressé. Puis en même temps, il y a d'autres signaux, par exemple, le pancréas va vouloir faire de l'insuline parce que là, il y a trop de sucre. Fait qu'il veut baisser le taux de sucre. Quand on a des hormones qui favorisent l'hyperglycémie, d'autres qui favorisent l'hypoglycémie. Puis, en fait, c'est comme les PPSE, les PPSI dans les influx nerveux que vous avez vu la dernière session. Comment vous alliez savoir? Bien, vous les comptiez, vous faisiez la sommation, le plus fort l'emporte, c'est exactement ça. Quel des deux signaux va être plus fort? Si l'autorégulation est plus forte, c'est la vasoconstriction qui va avoir lieu au rein, mais si la réponse systémique qui est plus forte, c'est la vasodilatation, le rein va être affecté par la vasodilatation. Et généralement, pour clarifier un petit peu, mais c'est de la culture pour l'instant, l'autorégulation va être activée dans une certaine hausse de pression artérielle, mais ce n'est pas trop dangereux généralement. Donc, c'est une réponse. Mais si jamais la pression artérielle devient très, très forte et très, très élevée, là, on a une réponse généralisée systémique qui est beaucoup plus forte. La réponse hormonale nerveuse est beaucoup plus forte que l'autorégulation. Fait que généralement, si les deux sont activés, c'est elle qui va l'emporter sur l'autre. Donc, c'est pour ça que ça peut vous sembler contradictoire, mais en fait, il y en a une qui est plus forte que l'autre, fait que c'est elle qui va l'emporter, et on va forcer une vasodilatation au niveau des reins pour contrôler la PA. Donc, ça, c'est plus comme la vraie vie. Maintenant, si je reviens au cours, simplement, parce que là, j'ai dit beaucoup de choses, un peu pour vous clarifier tout ça, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour l'examen? Tout ça, ça va être vu cette session-ci. Mais pour l'examen, ça, c'est ce qui vous intéresse à court terme. Je résume. Donc, autorégulation, vous comprenez que c'est pour ajouter le débit local pour un seul organe, alors que si on a une réponse systémique, c'est pour l'ensemble de l'organisme. Le débit local, on peut augmenter ou diminuer selon les besoins. On les a vus. Ça peut être un débit local trop fort, ça peut être un manque d'oxygène ou peu importe. Peu importe, si on manque de nutriments, on a trop de nutriments, que le débit soit élevé ou trop faible, peu importe la situation, on peut soit faire une vasoconstriction, une vasodilatation. Donc, mais local, pour l'artère qui alimente l'organe. Donc, selon ce qu'on a de besoin, si je dois augmenter le débit local, je fais une vasodilatation, exemple s'il est trop faible. Puis s'il est trop fort, bien, je fais une vasoconstriction. Simplement dans l'idée d'augmenter ou diminuer la circulation sanguine ou le volume sanguin pour l'organe. Ici, normalement, quand on est en autorégulation, c'est la quantité de sang qu'on va ajuster. C'est ça qui est clé. C'est pas de contrôler un problème de pression ou peu importe. On fait une vasoconstriction, une vasodilatation pour augmenter l'alimentation sanguine ou la diminuer. Et c'est tout. Et si vous comprenez à peu près ce que je viens de dire, c'est suffisant pour l'instant.
Puis éventuellement, quand on sera plus à l'aise avec la situation de droite, il faudra se poser la question de savoir est-ce que je suis en autorégulation ou en réponse généralisée. Okay? Mais ça, on en reparlera quand ça sera le temps. Je voulais juste commencer à vous implanter ça un petit peu, parce que je sais que des fois ça accroche. Mais pour l'instant, c'est pas tant grave. Tant que vous contrôlez la colonne de gauche ici et la dernière diapo, on va être correct. Donc cette diapo-là, évidemment.